Audace. Place à l'audace. Au travail, en famille, dans nos projets ou dans nos rêves, peut-on réellement concilier ambition et épanouissement personnel ? Comment s'aligner pour mieux briller ? Dans Audace, j'invite des personnalités passionnées à partager leurs aventures, leurs réflexions, leurs défis et leurs moments clés. Qu'ils soient artistes, entrepreneurs, sportifs, experts ou anonymes, tous nous montrent que prendre des risques, oser être audacieux, se réinventer ou simplement croire en soi peut véritablement transformer nos vies. Trop souvent, j'ai rêvé que mes échanges puissent être entendus par le monde entier. Qu'une phrase, qu'un mot glissé à un moment particulier dans la vie de quelqu'un puisse l'aider ou l'inspirer. Aujourd'hui, grâce à ce podcast, j'ai le privilège de rendre cela possible. Je suis Chloé Junico, bienvenue dans Audace, un podcast indépendant. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Audace. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'accueillir Alexandre Tillmans, et vous allez le voir, son parcours est juste passionnant. Il a d'abord suivi un chemin plutôt classique, des études à Solvay, une belle carrière en finance, et puis un jour, il a décidé de tout changer. Pourquoi ? Parce qu'il a envie de remettre l'humain au centre de sa vie. Dans cette conversation, il nous parle avec beaucoup de sincérité de son déclic, de ce qui l'a poussé à se réinventer. Il revient aussi sur son enfance, ses valeurs et son rôle de papa qui a transformé sa vision du monde. Et puis, on parle bien sûr de ce qui le fait vibrer aujourd'hui, la méditation, le sport et cette quête d'équilibre qui nous concerne toutes et tous à un moment ou à un autre. J'ai adoré enregistrer cet épisode avec Alexandre et j'espère qu'il vous inspirera autant que moi. Si vous êtes en plein questionnement, en recherche de sens ou tout simplement curieux d'entendre un parcours audacieux et touchant, cet épisode est fait pour vous. Allez, maintenant, je laisse place à l'épisode et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Alexandre. Salut Chloé. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors, plaisir. pour contextualiser, nous, on se connaît depuis quelques années. Ouais, tout à fait. Grâce à mon mari. Je pense que c'est grâce à Anthony. Certainement, ouais. Et à l'époque, tu exerçais dans un autre milieu. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on va parler de reconversion professionnelle. Ouais. Très intéressant parce que ton parcours est franchement un peu atypique, on doit le dire. Tu as fait une grande école de commerce. Tu as fait Solvay. Ouais, exactement. Pour te plonger dans la finance et ensuite changer du tout au tout. C'est ça. Avant d'arriver sur cette partie-là, est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît ? Ouais, donc je m'appelle Alexandre, j'ai 32 ans, donc je vis en périphérie de Bruxelles avec Camille, ma compagne, et Alban, notre fils, maintenant qui a bientôt 1 an et demi. Comment je me définirais ? Je pense que je suis quelqu'un qui adore apprendre, très curieux, ouais, j'adore apprendre, j'adore collectionner des choses, donc tout l'apprentissage, j'ai une grande bibliothèque avec plein de notes un peu partout. J'adore faire du sport aussi, mon père m'a toujours dit « mens sana in corpore sano », donc c'est une devise que j'ai suivie depuis que je suis tout petit, c'est d'avoir un esprit sain et de garder aussi un corps le plus sain possible en m'entraînant beaucoup. Et puis, je suis assez passionné par la méditation, je dois dire. C'est quelque chose qui a vraiment révolutionné ma vie. J'ai commencé il y a 7-8 ans, donc la méditation Vipassana, en partant 10 jours, donc en retrait silencieux. Ça, c'est vraiment, je dirais, ce qui a changé ma vie. Donc voilà, le mix d'apprentissage, on en viendra, mais à travers mon métier, me dire que chaque jour, je peux aider l'une ou l'autre personne, tout en apprenant, c'est quelque chose qui me remplit beaucoup. Et puis, continuer à évoluer avec ma famille, et puis garder le sport, et puis les amis aussi, c'est très important pour moi. Donc voilà un peu ce que je dirais. Quel genre d'enfant étais-tu ? Quel genre d'enfant ? C'est marrant parce que je demande ça souvent à ma mère. Fils unique, non ? Ouais, exactement, fils Ouais. unique. J'ai toujours vécu avec un chat, je disais toujours pour plaisanter que mon chat c'était comme mon frère. On avait quelques disputes parfois parce qu'il faisait tomber mes Playmobil, j'avais un peu du mal avec ça. C'est marrant, ouais, exactement, je pose cette question assez souvent à ma mère pour faire un peu la comparaison avec mon fils. En tout cas, ce qu'il y avait, ma mère me dit toujours qu'elle a toujours essayé que je rigole au moins une fois par jour. Parce qu'elle me disait toujours. Donc, je pense que j'étais un enfant qui aimait bien rigoler, qui aimait bien jouer. J'ai eu beaucoup de chance que ma mère soit très disponible pour moi. Donc, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps avec ma mère. Donc,
voilà, je dirais un enfant qui rigolait beaucoup. Ma mère me dit que bon, parfois je piquais des grosses colères aussi de temps en temps, donc ça devait bien sûr arriver. Mais voilà, donc je dirais souriant, beaucoup dans la découverte et par moments des mécontentements, des frustrations, j'imagine. Enfant, tu rêvais d'avoir un métier spécifique? Ouais, alors ça faisait beaucoup rire mes amis d'ailleurs à l'époque. On avait un yearbook, ça s'appelait en primaire, où on pouvait écrire justement en sixième primaire pour le départ avant les secondaires, ce qu'on rêvait de faire à l'avenir, enfin quand on serait plus grand. Et à ce moment-là, j'avais noté que ce que je rêvais de devenir, c'était vendeur de GSM. En fait, vendeur de GSM, c'était mon rêve parce que mon père avait un ami qui était vendeur de GSM et voilà, en fait, il voyait des clients. Moi, je trouvais ça le contact client, je trouvais ça génial et puis quand il n'y avait pas de clients, il était à l'arrière-boutique et jouait aux jeux vidéo et je me disais: «Waouh, mais ça, c'est fantastique. On voit des clients, on s'amuse bien et puis après on joue aux jeux vidéo». C'est un métier fabuleux. Tu m'aurais dit astronaute ou tu vois, Non, non, policier ou quoi. Non, vendeur vendeur de de GSM, GSM. mes amis me le rappellent de temps en temps dans le yearbook, voilà que c'était. Mais après, ce que j'en ai gardé, je pense, c'est le côté, j'adore les relations clients, enfin la relation humaine en fait. Donc c'est vraiment ça. C'est Et vrai. puis ouais, jeux vidéo, bon, j'aime bien. Je dirais pas que ça fait entièrement partie de ma vie, mais voilà. Quelle valeur tes parents t'ont inculqué? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'ils m'ont inculqué la valeur de l'amour. Je pense qu'on était dans une famille avec beaucoup d'amour. Il y avait peu de conflits, c'est pas qu'il y en avait pas, mais c'était quelque chose qui durait pas dans le temps, voilà. Mon père m'a toujours dit: «Moi, c'est important pour moi de pas être en conflit avec mon fils, avec ma mère aussi». Donc je pense qu'il y avait vraiment ce côté, on peut avoir des accords, mais voilà, le but, c'est pas qu'on ne se parle pas pendant une semaine et que ça reste ainsi. Il y avait donc cette notion d'harmonie, je dirais et puis une grande ouverture d'esprit parce que, on a eu la chance de pas mal voyager et donc j'ai découvert pas mal de cultures aussi durant mon enfance et je pense que ça m'a amené aussi cette ouverture d'esprit, de me rendre compte que des personnes peuvent vivre différemment, être en fait très heureuses. Des personnes peuvent juste être différentes et c'est OK aussi comme ça. Et donc il y a pas une seule façon de faire, il y a pas une seule façon de vivre, il y a pas une seule façon d'être. Et voilà, j'ai passé des super beaux moments à différents lieux géographiques. Et donc ça m'a ouvert l'esprit sur le fait qu'il y a pas qu'un style de vie, pas qu'un style de culture, et cetera. Tes parents, ils exercent ou ils exerçaient dans quoi? Ils étaient entrepreneurs aussi? Non, mon père il travaillait, donc à la base, ils sont tous les 2 kinés et mon père a donc travaillé d'abord en tant que kiné et puis il s'est de plus en plus tourné vers tout ce qui est spécialiste d'application pour, tout ce qui est, machinerie médicale, donc des Oui. échographes, des scanners Oui. et cetera. Il travaille plutôt en hôpitaux, en représentant des firmes commerciales qui vendent ce genre de produits et ma mère, elle, en fait, elle a décidé d'arrêter de travailler pour s'occuper enfin pour m'élever, et donc elle avait quelques activités à gauche, à droite en parallèle, mais c'est pour ça que je passais pas mal de temps avec elle et maintenant elle est dans tout ce qui est, donc elle a refait aussi une reconversion maintenant dans tout ce qui est, ressources humaines. Donc elle a resuivi ce parcours de ressources humaines parce que je pense qu'elle a aussi un certain attrait pour Pour l'humain. l'humain. Exactement. Donc ton parcours académique, commençons par là. Ouais, ça Assez va. classique en fait, hein? Tourné vers les maths, finances Ouais, rapidement. Tu un moi j'aimais esprit bien les maths, la science. ouais, esprit quoi? Cartésien, un peu matheux? Tu aimes les maths? J'aime beaucoup les maths. J'aime beaucoup les maths. Je pense qu'on aura l'occasion Ouais, de revenir sur ce point un peu plus ouais. tard. Les maths pour moi, c'était vraiment, synonyme heu il y avait une notion de contrôle et de certitude, en fait. C'est quelque chose et j'y pense souvent, en fait, quand je compare la 1re partie de ma carrière, si je puis dire, à celle que j'ai actuellement, il y avait beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de logique. C'était vraiment très facile, c'est A plus B égale C. C'est facile, on sait se préparer, on sait que C va arriver. C'est une illusion parce qu'au final, on sait jamais toujours être sûr de ce qui se passe dans la vie, mais il y avait ce domaine. Les maths me rassuraient, en fait et ça me plaisait. J'aime bien ce côté Excel, calculer, j'aimais beaucoup. Et puis on va y venir, mais maintenant c'est beaucoup plus le côté intuitif qui prend le dessus et qui me plaît beaucoup en fait. Donc tu pars en humanité générale et ensuite, logiquement ou enfin en tout cas c'était une évidence pour toi Solvay? Ouais, parce que je pense que je repensais aux vendeurs de GSM et donc j'étais dans la partie commerciale vente et là, à l'époque, ce que j'entendais, Solvay faisait partie des bonnes écoles, de commerce. Parce qu'avant on disait ingénieur commercial, maintenant ça devenait ingénieur de gestion et donc oui, je me suis dit: «Bah, voilà, allons tout simplement tester, cette école-là et puis on verra. Je pense que ça apportera de bonnes bases quoi qu'il se passe».
Et puis ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y avait différents types de cours. Donc il y avait autant des cours finalement de logique que des cours aussi un peu plus axés sur le langage, un peu plus axés sur les dynamiques voilà, humaines. Donc c'était assez varié finalement, et ça m'a beaucoup plu. Et puis il y avait aussi le marketing, des choses un peu plus créatives. Tu t'y es plus, Ouais, beaucoup, Solvay. Tu beaucoup. recommanderais cette école? Oui, alors je pourrais pas vraiment comparer par rapport à d'autres, écoles en soi, mais moi, ce qui m'a surtout plu, c'était l'aspect, parce que j'adore les relations humaines, moi, c'était l'aspect, beaucoup de liberté. En fait, je savais que, voilà, il y avait le blocus, de novembre à janvier, on va dire, et qu'avant ça, ben, si j'avais pas d'examen de passage, enfin, c'était à partir de juillet ou bien on va dire à partir de septembre à novembre, voilà, on pouvait juste, faire du sport, aller aux cours, rencontrer des gens sur le campus, le soir, enfin, c'était formidable comme vie, hein. Mmh. C'était un mix de relations humaines, d'apprentissage et tout ça dans un très chouette cadre finalement. Mais j'avoue que je crois que tu es un des mecs qu'on connaît qui a le plus de relations. Tu as énormément de relations. Tu connais énormément de gens. C'est quelque chose, c'est un objectif que j'ai eu à un certain moment. Je pense qu'il y a Du un moment dans ma réseautage ou vie. quoi? En fait, je pense qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu l'impression peut-être que justement je manquais de relations Mmh mh. et ça m'a fort touché en fait. Mmh. Et donc il y a un certain moment, je me suis dit en fait les relations humaines c'est vraiment important et je reste persuadé qu'en fait les relations humaines c'est très important. On reviendra aussi dans le cheminement que j'ai choisi. Je pense que le monde est fait de relations humaines. La valeur, enfin l'argent a de la valeur parce que l'humain lui en donne. Les lois sont ce qu'elles sont parce que l'humain croit en ses lois ou non. Voilà, enfin, tous les contrats, tous les gens, tout ce qui se passe, finalement, l'humain le crée. Alors après, il y a la nature autour, il y a toutes ces considérations aussi, la relation entre l'humain, la nature, etc. Mais voilà, les relations humaines, pour moi, sont très importantes. Et donc, je pense que ça a été un objectif aussi qui était important pour moi dans ma vie. Tu étais un élève, brillant? Je dirais que j'ai pas doublé, mais j'étais pas dans les plus brillants. Pour moi, ça a toujours été important, c'était de pas doubler. Après, comme je t'ai dit, le sport, c'est très important et rencontrer des gens, c'est important. Et donc moi, je me suis toujours mis comme objectif d'avoir suffisamment pour passer, mais je n'étais pas, autant inspiré à avoir, des 16, des 17, des 18. C'était pas mon objectif. Donc voilà, je pense que j'étais un élève qui passait les années. Après voilà, brillant, il y avait allez, j'aurais dit j'étais dans le ventre mou, on va dire, il y avait des gens bien plus brillants que moi et voilà, mais en tout cas, j'ai pas doublé, mais c'était important pour moi d'avoir un peu une vision plus holistique, on va dire, où il y avait pas que les études. Mmh. J'ai envie de parler de Camille parce qu'elle est importante, je trouve, dans ton Ouais. histoire, mais je sais pas si elle était déjà là dans le paysage à ce moment-là. Non, 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 j'ai C'était plus rencontré tard, Camille, hein? moi, seulement en 2e master, donc la 5e année Ah oui, de quand l'IF. même. Donc oui, si, Ah pendant oui, oui, tes je veux dire, mais à la études, fin des oui, études, à ouais, la c'est fin de ça. tes Oui, oui, études, je veux oui, dire bien sûr, à la avant fin. de commencer, Oui. ta carrière Ouais, ouais, professionnelle, exactement, exactement. Camille est arrivée. Comment tu Mmh. l'as rencontrée? Sur le campus? Non, c'est grâce à un très bon ami à moi, Grégory, qui en fait avait, son frère Gaëtan, qui fêtait son anniversaire. Et en fait, comme je connaissais aussi un ami à lui, Cédric, enfin voilà, c'était des gens que je connaissais. Donc Grégory s'est dit: «Ah mais en fait, mon frère fait son anniversaire, il allait être aussi là». Il s'est dit: «Beh, en fait, Alexandre, comme tu connais aussi Gaëtan et Cédric, viens à l'anniversaire, passe chez moi et voilà, on va passer une bonne soirée». Et donc j'ai accepté et puis, c'est là que j'ai rencontré Camille. On a parlé voyage, heu, voilà, ça a directement matché. Oui, coup de foudre? Oui, 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 Pour vous 2, c'était c'était, genre l'épiphanie, quoi, une évidence. ouais, c'était facile en fait, c'était fluide. Ça m'était rarement arrivé d'avoir autant de fluidité. Je trouve qu'il y a une alchimie entre vous 2, que vous vous comprenez, tu vois? C'est facile, en tout cas, c'est assez Ouais, fluide, c'est c'est fluide et assez ça se fluide, sent quand vous voit ensemble, ah bah, je te remercie, c'est bah, non, mais gentil. c'est vrai. Je trouve que c'est un bel équilibre entre vous. En tout cas, Ouais, peut-être que vous avez créé ou que vous travaillez pour, mais vous allez bien ensemble. ouais, ça, c'est intéressant parce que si tu on pourra en parler plus tard aussi, si tu regardes nos profils de Oui, personnalité, si tu y crois, justement. on est assez opposés, en Ah, fait. Mais c'est super complètement. intéressant parce que c'est ça aussi dans le boulot que je fais actuellement, c'est parfois ça peut vraiment casser ou ça peut vraiment créer des synergies fantastiques parce qu'elle m'inspire beaucoup et je pense qu'à certains égards, je l'inspire aussi et donc on s'inspire mutuellement. Et je pense qu'on s'aide justement à pas tomber dans nos pièges de vraiment forcer dans certains traits de notre personnalité. Elle, par exemple, elle est plutôt casanière. Mmh mh. Moi, je suis plutôt à sortir tous les soirs, si j'en avais l'occasion. Mais voilà, sortir tous les soirs pour sortir tous les soirs, à long terme, je pense que c'est très sain. Et est-ce que rester tout le temps chez soi, est-ce que c'est très sain aussi? Je sais pas. Et donc ce qui est intéressant, c'est que l'un l'autre, on voilà, on se permet de découvrir un peu le monde de l'autre et peut-être de se compléter justement d'une belle manière, je pense. Ouais.
tout à fait. Donc revenons à Solvay. Tu es à Solvay. Est-ce que tu as un job, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'excite là dans le monde qui arrive après? Tu vois une position ou je sais pas, une job desk qui vraiment te plaît, t'appelle? J'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Comment ça se passe ces stages et comment tu te retrouves? Vendeur GSM n'existe plus en tant que tel. Il n'y a plus cette job description. L'ami de mon père avait plus son magasin, je pense, à ce moment-là. Non, à ce moment-là, je décide. En fait, j'avais fait 2 stages, hein. Donc, j'ai fait 2 stages durant mes études. Premier stage, je l'ai fait chez L'Oréal, chez Lancôme dans les crèmes. Donc là, j'ai touché au marketing, et cetera. C'était Ah oui, génial. OK, dans le département du marketing, j'allais dire, Oui, c'est ça. ouais. Département marketing, exactement. Pas l'élaboration des crèmes dans la science ou dans la Non, cosméto. non, mais je devais écrire les fiches produits, etc. des crèmes, donc c'était amusant pour moi parce que je découvrais les crèmes de nuit, les sérums, les crèmes de jour, etc. Je devais écrire les donc pour moi, voilà, c'est super enrichissant. Et puis j'ai travaillé aussi dans tout ce qui est achat et vente de société. Mmh. Et donc j'avais ces 2 expériences-là et je savais que j'avais envie d'être dans une grande structure pour rencontrer des gens, mais j'avais du mal à mettre le doigt sur un poste. Et donc, je sais plus exactement comment c'est arrivé, mais aussi à une soirée, je discutais avec un ami, Mehdi, qui me disait on a échangé sur le fait de partir peut-être en Australie et de partir voyager. Et donc, là, voilà, comme j'avais pu mettre de l'argent de côté avec les 2 stages que j'avais faits, on s'est dit: «Voilà, partons peut-être, prenons comme ça 6 mois». Et donc j'ai pris 6 mois où je suis parti 3 mois en Australie avec Mehdi. Camille, en fait, ça c'était fou, avait le même projet. Donc Camille, on s'était Mmh. rencontrés, voilà, sans partager nos projets à la base. Et en fait, quand moi je lui ai expliqué ça, je dis: «Mais c'est dingue, parce que moi aussi j'avais le projet de voyager 6 mois avec l'argent qu'elle a mis de côté en faisant des jobs étudiants, et cetera». Et donc on se dit: «Mais parfait, partons au même moment». Et donc en fait, je suis parti 3 mois en Australie avec Mehdi et puis je l'ai rejoint 3 mois en Amérique centrale. Bah, je savais pas ça. Voilà. Et donc ça c'était fantastique. Et en fait, j'ai un peu utilisé aussi ce moment-là pour me dire: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Vu que Mmh. là, j'avais à peu près un peu moins d'1 an d'expérience professionnelle dans les stages. Je me disais: «Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Et en fait, de fil en aiguille, je suis tombé sur Hormit. Ah. Donc, Hormit, en fait, Donc ouais, je peux dire Hormit, c'est la boîte pour laquelle, Alicia, ma coach c'est ça, Alicia Thomas travaille, toujours actuellement d'ailleurs. Elle est en congé, maternité actuellement, mais elle travaille toujours pour Hormit, c'est qui ça. qui est une très bonne boîte, en fait, très belle boîte, hein. Ah, moi, elle m'a très fort inspiré. En fait, dans la description, il était indiqué que bon, je me rappelle plus exactement, mais en gros, il était indiqué que leur spécialité, c'était le développement humain. Mmh. Donc c'est placé, donc il y avait Des 2 types de talents, oui. programmes. Oui. Soit c'était plus Oui. consultance, Mmh. on place quelqu'un, dans une boîte pendant un certain temps et il change de boîte. Soit c'est tout un trajet dans une même boîte. Et en fait, là, donc il y avait tout un trajet chez BNP où le but était de devenir account manager, donc en fait commercial pour des sociétés à la banque, avec en plus le côté Hormit qui était, on va vous former à finalement vous développer en tant qu'humain. Et là, j'ai fait: «Mais c'est fantastique». Il y a le côté pas vendeur de GSM, mais vendeur dans un certain sens commercial. Plus il y a ce côté développement humain qui, moi, me paraît fantastique. Donc j'ai fait: «Vas-y, let's go». Trop Donc chouette. Hormit t'a placé, en fait, chez C'est ça, c'est eux qui m'ont placé là. OK, combien de temps chez eux? Donc j'ai le programme de Hormit Mmh. durait 1 an et Oui, demi. c'est ça, oui, oui. Et puis je suis encore resté grosso modo 1 an et demi, donc je suis resté 3 ans au total chez BNP. OK, alors bon, maintenant, ça devient un peu le moment, un peu le déclic, hein, parce que tu as quitté BNP pour commencer autre chose. C'est ça, Dis-nous un peu ton cheminement. ouais. Explique-nous. Mais donc ouais, donc pendant 1 an et demi, il y a eu Hormit. Mmh. Et donc en fait, Hormit, c'était génial. Enfin, j'ai adoré Hormit. OK, de belle expérience. Génial, ouais, on avait un coaching toutes les 5 semaines, on avait une formation sur les soft skills, donc les compétences humaines tous les mois, on avait une équipe en fait on appelait ça des trainees, donc des trainees, c'était des gens qui étaient formés chez BNP pour avoir le poste. Donc on était une dizaine de trainees, on s'entendait super bien. Donc en fait, c'est comme si tu avais t'appartenais à une société supplémentaire tout en appartenant à BNP, mais sans avoir le contrat avec eux directement. Donc c'était fantastique. Moi qui adore les relations humaines, moi j'étais appartenant à 2 sociétés, je voyais des gens partout et je développais mes compétences humaines, c'était génial. Et puis, en arrivant chez BNP, en fait, après quelques mois, j'ai ressenti un vide parce qu'il y avait plus tout l'accompagnement Hormit. Donc tu vois, après chez BNP, voilà, j'avais le job, mais il y avait moins cette magie de, oh, toutes les 5 semaines, tu as un coaching, tous les mois, tu as une formation soft skills. Donc je me rappelle, moi, je parcourais très souvent toutes les formations que BNP offrait et je m'inscrivais. Mon boss, Chris, il me répétait souvent: «Ah, mais c'est dingue, t'as fait en quelques années, t'as fait plus de formations que moi toute ma carrière, et cetera». Mais voilà, j'avais besoin de ça pour me nourrir. Et ouais, de fil en aiguille, en fait, je pense le grand déclencheur, c'est quand Mmh. on est parti avec Camille je pense que c'était Budapest. On est parti à Budapest Mmh. et en fait, là, j'ai lu un livre que j'adorais, ça s'appelait,
En anglais, c'était Rejection Proof. Bon, bref, c'est un livre sur comment s'entraîner à mieux prendre le non, le rejet, ne plus Mhm. souffrir du rejet. C'est un livre qui m'a beaucoup inspiré pour plein de raisons. Et, euh, et en fait, je suis revenu de ce voyage à Budapest et j'avais adoré lire. J'avais adoré lire pendant mon voyage et j'ai dit à ma mère en rentrant, je dis, mais est-ce que ça serait possible, tu penses, que je prenne comme ça 6 mois, un an, juste pour lire des livres, en fait? Parce que je me suis rendu compte, et ça, je m'en suis rendu compte plus tard, c'est que autant à l'UNIF et à l'école, etc., je recevais des manuels et on apprenait par rapport aux manuels qui étaient donnés. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à peu près aujourd'hui, sur n'importe quel sujet, il y a des experts. Et ces experts, à un certain moment, écrivent des livres. Et donc, si on cherche comme ça sur Internet, on peut chercher un sujet, je dirais, par exemple, la négociation. On tape négociation meilleur livre, tu reçois une liste et franchement, tu lis les 3 meilleurs livres selon ces critères sur la négociation. Franchement, tu as déjà une bonne base. Après, à toi de l'appliquer, ça reste théorique. Mais c'est fou de savoir que tu peux avoir accès comme ça à des connaissances d'experts dans le domaine si facilement. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Vu que pour moi, les relations, ça fait énormément, si je pouvais passer comme ça un certain temps à juste apprendre de ces meilleurs sur le sujet, ça serait un rêve pour moi. Et c'est là que ça a commencé à germer parce que je voyais qu'en fait, quand on partait en voyage, moi, je préférais juste rester dans ma chambre et lire que voyager. À un moment, on est parti au Japon, on a fait un super beau voyage. J'avais juste envie de rester dans la chambre et lire, en fait. Et là, je me suis dit, mais c'est fou, est-ce que c'est possible? Et donc, je me suis fait moi-même, en fait, accompagner parce que là, j'avais beaucoup de peur. Il y avait énormément de crainte, en fait. Il y avait beaucoup de crainte par rapport à mon CV. Je me disais, mais comment je vais valoriser ça sur mon CV? De me dire que j'ai quitté Pour bouquiner. pour bouquiner, ouais, c'est ça, pour lire, pour apprendre. Ça n'existe pas vraiment. Parce que là, c'était sûr, toi, tu n'allais pas faire ta carrière chez BNP, quoi. Tu savais qu'à ce moment donné, tu tournais en rond. En tout cas, tu n'étais plus Bah, c'était pas immense. aussi clair que ça à ce moment-là. Disons que j'avais identifié parce que grâce à mon chef Chris, avec qui je m'entendais extrêmement bien. Voilà, je m'entends. En fait, BNP, c'était génial. J'ai passé vraiment des super bonnes années là-bas. J'étais dans différents programmes aussi pour évoluer au sein de la banque. J'avais un mentor. Enfin, j'étais dans pas mal de programmes pour évoluer. Et tous ces développements me plaisaient. C'est simplement que petit à petit, je me suis rendu compte que vraiment le côté humain, plutôt que financier en soi, m'intéressait beaucoup. Et il n'y a rien à faire, même si on se met dans tous ces programmes de développement qui sont géniaux. Le temps consacré à l'humain dans une banque, en développement humain, est quand même moindre. Parce que la spécialité d'une banque, c'est quand même la finance, même s'il y a beaucoup d'humains, hein, Mhm. dans les interactions. Et donc là, je me suis rendu compte que petit à petit, je cheminais à me dire, mais en fait, si je veux mieux apprendre l'humain, peut-être que rester à la banque, à ce moment-là, n'est pas le meilleur moyen d'apprendre justement sur l'humain. Mhm. Et c'est là que ça a commencé à cheminer petit à petit et que j'ai commencé à me faire accompagner pour en fait décortiquer les peurs que j'avais à ce moment-là. Et donc là, les grandes peurs que j'avais, si je te dis le CV, je me Mhm. disais, mais comment je vais valoriser ça? Ma pension aussi, j'avais peur de ma pension. Je me disais, mais enfin, qu'est-ce qui va se passer de ma pension? Le regard des autres aussi, Mhm. beaucoup. Se dire, voilà, mais ça, c'est un choix, mais que vont penser les autres? Comment ça va se passer quand je vais l'annoncer? Et puis, de plus en plus, définir finalement qu'un rêve peut devenir réalité. Et en fait, ça a été la balance entre ces deux aspects, c'est-à-dire de plus en plus définir mon rêve et de plus en plus décortiquer mes peurs et soit mettre des actions en place pour diminuer mes peurs, soit me rendre compte que certaines peurs étaient en fait peut-être des illusions ou étaient grossies. Par exemple, ma retraite, voilà, je me rappelle que la personne qui m'accompagnait à ce moment-là m'a dit, mais enfin, t'as quel âge? Je pense que j'avais 26 ans à l'époque. Elle m'a dit, mais tu sais, à quel âge tu auras ta retraite, ta pension? Et en fait, il y a eu un déclic où je me suis dit, ouais, en fait, j'aurais peut-être 40 ans, même plus, pour créer une pension. Enfin, c'est pas bloquant, quoi. Et tu vois, donc il y a des choses comme ça, des grosses choses qui me faisaient peur, que j'ai décortiquées, et mon rêve, je l'ai défini de plus en plus. Et en fait, de plus en plus, j'ai commencé à accepter que c'était mon rêve, peu importe ce que d'autres pourraient y penser. Et donc, ton rêve, en une phrase, c'était quoi? Te tourner vers l'humain ou te Apprendre. apprendre? Apprendre sur l'humain. En fait, mon rêve, c'était je me voyais, en fait, avoir des journées comme ça où j'allais apprendre. En fait, j'avais identifié, donc, comme je disais, j'adore collecter des informations. Je m'étais fait en fait un Excel où je notais comme ça, sans limite, les sujets que je voulais apprendre en termes d'humain. Tu vois, donc j'avais catégorisé entre les compétences humaines personnelles, les compétences humaines qui sont en interaction toi-moi, et les compétences humaines, le nous. Tu vois, donc moi, ça va être la créativité, gestion des peurs, la motivation, qu'est-ce que ça peut être, le sommeil par exemple. Tu vois, c'est ce qui te concerne vraiment toi. Toi, moi, ça va être gestion de conflit, négociation, coaching. Et le nous, ça va plus être le leadership, l'influence, la dynamique d'équipe. Et puis, j'ai commencé à faire une priorité sur quels étaient les sujets qui m'intéressaient le plus.
Et puis, j'ai recensé une base de données de livres. Donc, comme je te disais, je cherchais les meilleurs livres, de livres par sujet. Et je faisais un peu un suivi comme ça. Où je me suis dit, OK, en fait, à la base, je me suis dit, OK, je vais prendre 6 mois. Je vais prendre 6 mois où je vais juste avoir comme objectif durant mes journées de suivre un peu ce fil conducteur et apprendre sur l'humain. Et en fait, ChatGPT, ça n'existait pas encore à l'époque. Donc, je me faisais un peu, si tu veux, un peu mon propre ChatGPT. Donc, j'avais par sujet, j'avais un peu après un Google Sheet, quoi. Ou par exemple, pour négociation, créativité, je me posais moi-même des questions. Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Et en fait, ce que je faisais, c'est que quand je lisais, pour pas être juste dans une lecture passive, en fait, j'allais chercher l'information. En fait, j'allais essayer de répondre aux questions par sujet dans les livres que je lisais. Et puis, je reconstituais ma base de données. Oh mon Dieu. Et ça, c'était mon rêve. Par contre, je sais que parfois tu poses cette question aussi. J'ai écouté quelques-uns de tes podcasts, tu dis voilà, quel est le moment le plus audacieux, etc. Voilà, ça fait partie en tout cas des moments qui ont été assez effrayants aussi pour moi à certains moments. C'est que je savais pas exactement ce que j'allais faire après. Je me suis juste dit à un moment que ça pouvait que ça avait du sens pour moi et que je n'aurais pas de regret d'avoir suivi mon cœur à ce moment-là et d'avoir décidé d'avoir suivi mon rêve. Parce que ce qui me rassurait, c'était que je revenais sur cette notion que pour moi, les relations humaines sont importantes et donc apprendre à mieux se connaître soi-même pour être éventuellement mieux avec les autres et pour avoir des meilleures interactions avec les autres, pour moi, peu importe quel job je voudrais faire ou quelle activité professionnelle ou comment ma vie allait évoluer, que ça allait être bénéfique. Simplement, je n'avais pas encore à ce stade vraiment une direction précise de ce à quoi ça allait me mener. Oh. Et ça, parfois, ça m'a fait peur. Ouais, j'imagine. Mais tu t'es donné un timeline précis, quoi. Non. Non, alors, tu t'es donné une année, non? Ou si... non, c'était pas. En fait, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé, alors, bien sûr, c'était pas officiel. En fait, il y avait un peu une sorte de confiance en la vie que, à un moment, j'allais trouver, tu vois. Alors, je savais, par contre, j'avais budgétisé, donc j'avais budgétisé ça, un certain montant. Donc, il faut savoir que Alex, c'était quand même une gestion de l'argent. On va venir avec ma question sur l'argent, mais tu as une gestion de l'argent un peu quand même. Je sais pas, j'ai aucune idée de ce que tu vas dire. Maladif, mais tu as quand même une très bonne, très précise gestion d'argent. Ouais, ça va. Bah, ouais, non, ça va. Ouais, je me demandais ce que tu allais dire. Ouais. En tout cas, allez, comment dire. Effectivement, l'argent, la gestion de l'argent. Et en fait, je dirais que moi, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré, c'est le livre du Dalai Lama, L'art du bonheur. Et donc, il y a quelque chose aussi où j'essaie souvent de faire la distinction entre ce qui va m'apporter du plaisir, mais qui est plus court terme, et ce qui va construire du bonheur long terme. Et je dirais qu'un peu ma philosophie de l'argent va plus sur, OK, comment construire cette sécurité, ce bonheur long terme, que parfois, en effet, où je me restreins sur des choses des plaisirs plus court terme. Je remettrai toute la liste des livres que tu cites en barre de Ouais, description. avec plaisir, je peux les partager, volontiers. Vu que tu en as lu une petite chier. Quelques-uns, ouais. il y aura de quoi noter en barre de description. Tout à fait. Donc, moi, je t'imagine remettre ta DM BNP, ouais, BNP, ouais. Et ton premier jour, comme ça, en tant que, sans job, tu te dis, OK, bon, je commence mes lectures. Est-ce que tu structurais tes journées? Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui, ça m'intéresse aussi de m'instruire sur un sujet particulier et je me donne ce temps, je m'offre ce temps. Ouais. En fait, comme si je faisais une formation, mais autodidacte, quoi. Comment tu structurais tes journées? Bah, je pense qu'il y a 2 choses. Donc, il y a la première chose, quel est l'objectif? Et la deuxième chose, c'est quel est l'environnement dans lequel tu fais? Parce que là, je reviens effectivement à ce côté argent. Je pense que le fait d'avoir budgétisé aussi et de savoir que j'avais quand même un certain nombre de mois devant moi, ça passait par des sacrifices. Je me rappelle, je disais souvent, voilà, par exemple, il y avait des choses, voilà, moi j'ai toujours roulé avec mon scooter 50, enfin mes amis savent très bien, j'ai mon petit scooter depuis toujours. Voilà, il y a des gens qui préfèrent des voitures, etc., ou d'autres choses qui coûtent plus cher. En fait, parfois je voyais des choses dont je me privais qui coûtent plus cher, comme des heures ou des jours de liberté. Donc parfois je voyais des choses que j'avais peut-être envie, qui coûtaient plus cher, peut-être plus d'aller au restaurant, des choses comme ça. Et je me disais, ouais, mais en fait,
le resto où je vais pas, c'est peut-être un jour de vie que j'ai de libre. Et donc, je voyais beaucoup ça en termes de liberté. Et donc ça, je pense que ça, c'était déjà parce que j'échange parfois avec des gens qui ont parfois cette volonté d'apprendre ça, mais parfois, il y a beaucoup de stress aussi. Et donc, je pense que la planification à la base, c'est pour ça que je me suis quand même fait accompagner avant de faire ça pendant 4-5 mois. Ça a duré comme 4-5 mois ce cheminement, entre le moment où la graine a Oui, bien germé et le sûr, moment où j'ai quitté. bien sûr. Et donc Et ça, je encore, je pense trouve ça rapide, moi. ouais, voilà, c'est peut-être voilà, je pense que chaque cheminement est différent. En tout cas, pour moi, ça m'a aidé. Mmh. Et puis, il y a voilà, quel est le but? Et le risque parfois, c'est de se perdre. Après, dans la subjectivité de la vie, et cetera, qu'est-ce que se perdre vraiment? Parfois, voilà, des choses, on se dit: «Oh, je me perds», mais en fait, ça a quand même un sens ou un but ou un intérêt plus tard, donc c'est très relatif. Heu, je pense en tout cas, si je peux parler de mon expérience, que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est, de mettre sur papier les choses que j'avais envie d'apprendre pour savoir toujours quel était le but et vers quoi j'allais, pour m'en rappeler. Et puis d'avoir cette liste, enfin moi, j'aime bien lire, en fait, j'aimais bien lire. À l'époque, les audiobooks, c'était un peu moins la mode. Mais je sais pas, comme je suis assez analytique, les audiobooks, parfois je suis plus visuel en fait. Donc les audiobooks, c'est bien pour avoir des histoires inspirantes, mais parfois quand je voulais vraiment analyser des concepts, pour moi, c'était mieux les livres. Mais donc le conseil que je donnerais, c'est ouais, se rendre compte qu'il y a moyen d'apprendre beaucoup en fait à travers des livres, que, voilà, je dois avouer que moi, si tu me demandais un peu plus tôt, est-ce que j'étais un livre brillant? Je pense que je me suis toujours arrangé pour pas doubler. Néanmoins, il y avait vraiment enfin, en fait, comme là, je devais souvent apprendre des choses qui m'intéressaient pas spécialement, juste pour passer. Je me faisais un peu violence pour les apprendre, mais j'étais pas très excité foncièrement à les apprendre. Et c'est pour ça que ce que j'aimerais dire, c'est que, en fait, il y a les études que parfois, voilà, pour certaines raisons, on doit apprendre des sujets pour passer un diplôme, etc. Ça a du sens pour nous. Après là, on parle un apprentissage volontaire, autodidacte, où on choisit soi-même les sujets. Et c'est là qu'en fait, on peut se rendre compte que les expériences parfois négatives qu'on a connues durant les études sont en rien comparables à l'expérience vraiment jouissive ou excitante qu'on peut avoir quand on apprend sur un sujet qui nous plaît. Et donc, lire un livre d'un expert sur un sujet qui nous intéresse, waouh, ça n'a rien à voir avec une matière qui nous intéressait pas, qu'on devait Mmh. passer. Et donc voilà, moi, le conseil, je dirais, c'est ne pas hésiter à ouvrir un livre, d'avoir filtré au préalable quels sont les bons livres. Moi, j'utilise souvent des sites de comparateurs de livres pour savoir un peu les reviews des gens, donc les avis que les gens ont donnés et ne pas hésiter à reprendre un peu de temps et à se replonger dans ce genre d'apprentissage et que même même si c'est théorique, parce que j'ai beaucoup eu des remarques durant mon projet où les gens me disaient: «Oui, mais c'est comme si tu apprenais à nager en te mettant sur un tabouret, que tu nageais hors de l'eau» et des choses comme ça. Et des moments où ça me touchait, d'autres moments, je me suis dit: «Oui, après, je suis persuadé que si on devait, par exemple, apprendre à rouler, voilà, on apprend à rouler n'importe quelle chose. Avoir déjà lu un livre sur comment on fait pour rouler, par exemple, sur quelle pédale appuyer, comment tourner le volant, à quoi sert l'embrayage, et cetera. C'est pas pour ça qu'on sait forcément rouler, mais on a déjà un avantage, on connaît déjà la mécanique du moteur, sur quelle pédale appuyer, et cetera. Et donc je reste persuadé qu'avoir un certain pas tomber dans les extrêmes de nouveau, mais avoir une certaine quantité de théorie, même avant de passer à l'action, peut aider dans l'action. Mmh. Je suis bien d'accord avec toi. Dernière question sur cette partie-là de ta vie, Ouais. qui est, somme toute, très importante. Hem, Comment tu t'es détaché du regard des gens? Parce que ton projet est spécifique, mais ça peut se transférer sur tous les projets. Ouais, Comment on c'est fait pour clair, se c'est clair. détacher du regard des gens? Pour toi, comment tu as réussi? C'est là que je disais un peu plus tôt qu'avant, j'étais plutôt dans la tête, le mental, le cartésien. Heu et en fait, dans l'accompagnement que j'ai eu aussi, en me connectant de plus en plus à mon rêve et tout ça, je pense que je me suis de plus en plus connecté à mon cœur et donc ce qui est vraiment important pour moi, ce qui me fait vibrer, en fait. Et dans ouais, je pense dans ce cheminement, je me suis rendu compte que et c'est ça, je pense, qui m'inspire aussi au quotidien dans le travail que je fais actuellement, c'est que je suis persuadé qu'on vibre tous pour quelque chose de particulier et que je pense qu'une fois qu'on met le doigt dessus, il y a plein de manières d'arriver à mettre le doigt dessus. Si on a la chance d'un jour mettre le doigt dessus, je pense que petit à petit, ça nous permet de mieux en mieux de plus en plus s'accepter et je sais que ça a été difficile pour moi aussi à un moment de se dire: «Ouais, tu peux pas plaire à tout le monde». Heu, voilà, c'était quelque chose, voilà, j'aimais bien, comme je t'ai dit, l'harmonie, c'est Mmh. important, j'aimais bien qu'on s'entende bien et cetera et petit à petit, j'ai commencé à comprendre que oui, ça peut être OK qu'une personne ne comprenne pas spécialement ce que tu fais, Mmh. mais que c'est pas pour ça que forcément, je lui manque de respect. Mmh. Tu vois, quand j'ai annoncé, par exemple, que j'allais, démissionner pour suivre ce projet, je me rappelle que les collègues de BNP, il y a eu un grand blanc. Il y a eu un blanc, il y a eu un silence. Les gens ont même cru que je faisais une blague. D'ailleurs, mon N+2 à l'époque m'a convoqué dans son bureau en disant: «Tiens, mais Alexandre, j'ai entendu cette histoire de projet personnel pour lire des livres et cetera. Moi, j'y crois pas. Dis-moi la vérité, est-ce que tu veux aller à la concurrence?» Et je comprends pourquoi, parce que c'était original et je le savais, c'était aussi une de mes craintes. Donc, heu,
je pense que c'était vraiment ce travail que j'ai fait au préalable qui m'a beaucoup aidé ces 4-5 mois, où petit à petit, j'ai de plus en plus connecté à ce rêve. Mhm. Et il y a eu vraiment ces questions du style, imagine, tu as 70 ans ou 60 ans et tu n'as pas fait cette démarche, comment tu te sens? Mhm. Ah oui, et il y a un livre aussi qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle le top 5 regrets des personnes qui sont sur le point de mourir. C'est une traduction anglaise. Et en fait, c'est une infirmière en soins palliatifs qui a suivi des personnes qui étaient sur le point de mourir et elle a recensé le top 5 des regrets que ces gens énonçaient. Et en fait, le regret numéro 1, c'est de ne pas avoir suivi la vie qu'eux voulaient pour eux, mais d'avoir suivi la vie que les autres voulaient pour eux. Mhm. Et ça m'a... Là, je me suis dit, waouh, parce que je suis assez fort proche de mes grands-mères aussi, et je me suis dit, des personnes en fin de vie, c'est des gens qui ont beaucoup à nous apprendre, je pense. Et donc, je me suis dit, waouh, si les gens en fin de vie disent ça, c'est que ça doit être, enfin, il y a quelque chose à aller chercher. Et donc, c'est là que vraiment, je me suis dit, waouh, je me projette et je me dis qu'à 70 ans, ne pas avoir essayé au moins d'avoir pris ces 6 mois, 1 an pour étudier, je me sens pas bien. Peu importe, en fait, je manque de respect à personne. Si les gens comprennent pas, ben voilà, ok, Ouais, peut-être moi, c'est mon choix. arrêter d'essayer de convaincre les gens, tu vois. Oui, c'est ça, Faire du peu temps à importe. essayer de convaincre les gens que Ouais. enfin, de s'embarquer avec toi, quoi. Au final, c'est ta vie, c'est tes choix. C'est ça, et j'étais pas non plus en demande de soutien. Alors après, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ma famille et Et Camille. Camille, Ils oh, Franchement, mes parents m'ont peut-être à un moment dit: «Ah tiens, mais tu ferais pas ça en prenant un mi-temps?» D'ailleurs, ce qu'ils mhm, m'avaient proposé d'ailleurs à la banque aussi. Mais c'était pas mon rêve, je sentais mhm, que je voulais y aller à fond. mhm. Mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi là d'avoir un soutien. Et Je pense que Camille, ça m'a oui. aidé quand même, ça Camille, m'a comment aidé. elle a vécu ça? Comment, est-ce que vous en Heu, avez parlé? Est-ce qu'elle t'a demandé son accord ou pas tellement et je c'était pense qu'elle me voyait à un certain moment, elle me voyait plus heureux. mhm, Elle me voyait plus heureux, ça m'était arrivé à un moment, tu sais, je pense, moi je fonctionne beaucoup je parle beaucoup du mot alignement. Je pense que l'alignement est très important. Je pense que l'alignement donne des ailes. Quand on est aligné par rapport à ses valeurs, ce qu'on fait, le sens, je pense que là, on peut trouver une énergie incroyable, je hein. suis d'accord. Et ma conviction, c'est aussi, je pense qu'il y a pas mal de burn-out aussi qui sont créés dû à un désalignement aussi à certains moments, hein. Et donc je pense qu'à un moment, au plus je me connectais à mon rêve et au plus je voyais que j'avais un désalignement par rapport à ce que je faisais au quotidien, au au moins j'étais heureux, en fait. Et je Mhm. pense que Camille le voyait, et je pense que Camille, et ce que je souhaite aussi pour elle, je pense qu'elle appréciait pas me voir malheureux aussi au quotidien, parce que je pense que c'est aussi un impact dans le couple, et cetera. Et donc je pense qu'elle m'a fait confiance. Mhm. Elle m'a fait confiance et s'est dit: «OK, si c'est le rêve d'Alex, Mhm. heu, si c'est le rêve d'Alex, bah, je veux bien Go, quoi. voilà, je veux bien le soutenir». J'ai pas beaucoup de souvenirs où elle m'a beaucoup, Camille challengé par Camille, rapport elle à est ça. cool, hein. Camille, elle est cool, hein. Ah, très cool. Ouais, ouais, non, non, mais ça je sais. Franchement, C'est allez, une perle, hein. je suis très content qu'on se soit rencontrés, Mhm. mais donc voilà, pour répondre à ta question, je Voilà, pense que oui. j'étais pas en demande non plus de grâce à ça peut-être en partie, Mhm. grâce à ça sûrement en partie, je pense que j'étais pas non plus en demande des autres. Et donc Oui. si je voyais quelqu'un et je disais que je faisais ça, d'ailleurs beaucoup après, quand je faisais ce projet, on me disait: «Tiens, tu fais quoi comme métier?» Je disais: «Bah, voilà, j'apprends», je lui dis. J'ai appris à avoir aussi une façon de me présenter peut-être qui collait plus à la peau de ce que je faisais, parce qu'il y a moyen de se présenter de plein de Bien manières. sûr. Après, j'ai eu parfois des retours, les gens me disaient, et à un moment: «OK, bah, pense ce que tu veux, moi je suis bien et je te souhaite aussi le meilleur». Mais voilà, il y avait pas ce mais c'est apprendre, surtout à prendre les choses personnellement et pas en être touché. Je pense que c'est ça le plus Ouais, que je suis ça glisse, d'accord. quoi. Je suis hyper d'accord. Bon, pour avancer un petit peu dans ton parcours, donc Ouais, du bien coup, sûr. au bout de ces quelques mois, en fait, d'apprentissage, Ouais. qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous. Moi, je sais, mais je veux que tu me racontes dans tes mots. Donc durant les mois d'apprentissage Bah, là, de mon projet, quoi. tu t'es formé et bien oui, de ton Ouais. projet, mais comment est-ce que ça a mis parce que maintenant, ce que tu fais, c'est tu accompagnes, Ouais, ouais, donc tu ouais, ouais, formes, tu coaches. Du coup, comment c'est arrivé ça, ce projet-là? ouais, alors donc, parce que tu me demandais à un moment, si je m'étais mis un timing. Oui, Officiellement, je m'en étais pas mis, mais oui. il y avait quand même inconsciemment un sort de timing en moi, tu vois? Mais c'était pas vraiment verbalisé ou écrit noir sur blanc. Et donc, je me rappelle qu'après 6 mois, moi j'ai quitté vers novembre-décembre, on va dire que 6 mois, 7 mois, l'été, quoi. Je me rappelle, on était juillet-août. Voilà, j'avais lu des livres, j'avais fait des résumés, c'était intéressant. Et so what? Qu'est-ce qui se passe? Et je te dis, j'avais pas de plan précis pour après, j'avais un peu cette confiance, de me dire qu'il y aurait quelque chose qui allait se passer. Et là, c'était un peu la panique quand même. Je me disais: Mmh. «Oh là là, on est en août, j'ai pas de plan concret, je suis là, j'ai lu des livres, j'ai écrit des résumés, c'est bien». Puis je faisais des mind maps, enfin j'avais plein d'idées, mais j'avais du mal à passer à l'action, à en faire quelque chose en fait, à rendre ça une activité professionnelle. Et là, en fait, Camille jouait au football
Et elle m'a dit, tiens, on cherche un coach de football. Et là, j'ai fait, vas-y Alex, sors de ta zone de confort. Moi, le football, je dois avouer que ça, je connais pas si bien que ça, mais un peu dans mon style, j'ai fait, ok, je vais chercher les meilleurs livres pour devenir coach de football. Je vais lire les 3 meilleurs livres de coach de football et je vais au moins arriver à donner quelques cours de football, tu vois. Et donc, j'ai relevé ce défi avec un ami à moi, Benjamin. Et, et donc, j'ai commencé à devenir coach de foot pour l'équipe de Camille. Ça amusait, c'est un de mes amis d'ailleurs qui s'y attendait pas. Et j'ai fait quelques matchs avec elle. Et puis, en fait, je me rappelle, on était dans la voiture avec certaines filles de l'équipe. Et là, je parlais avec une fille dans la voiture et j'expliquais ce que je faisais. Et là, elle m'a dit, ah, mais c'est dingue, je sens beaucoup de passion pour l'humain en toi. Est-ce que tu as déjà pensé à faire du coaching? Et là, je me rappelais vaguement des coachings que j'avais eu chez Hormit, mais voilà, je dis, ah ouais, c'est vrai. Et puis là, elle m'a expliqué qu'en fait, elle avait suivi tout un parcours de coaching. Donc aujourd'hui, le coaching, c'est pas protégé en Belgique. Néanmoins, il y a l'une ou l'autre fédération qui veut cadrer un peu la pratique, et notamment une des plus importantes, c'est l'ICF, donc International Coaching Federation, et qui, en fait, prône une certaine manière de coacher. J'ai fait, bah vas-y, en fait, ça m'intéresse. Je trouve ça, enfin, ça pourrait peut-être aller matcher, correspondre à ce que je fais ou ce que j'ai envie de faire. Et donc, je me suis renseigné. Et là, elle m'a expliqué qu'en fait, ce coaching, je me rappelle, j'ai été la voir, elle m'a expliqué, mais en fait, ce coaching, tu donnes pas des conseils aux gens, tu dis pas aux gens quoi faire. Parce qu'on voit beaucoup, tu sais, les coachs qui disent aux gens quoi faire. Tu sais, et là, maintenant, en fait, tu facilites la réflexion pour que les gens trouvent eux-mêmes leur façon de faire, leur direction. Et au début, c'était troublant. Et puis je me dis, mais en fait, ça a tellement de sens, vu que tout le monde est différent. Chacun a une perspective différente sur la vie. Chacun est différent intrinsèquement. Donc, c'est clair que mon conseil est toujours limité à l'expérience que j'ai eue à un certain moment par rapport à tout mon bagage. Et donc, ça a mis du temps avant que que j'assimile pleinement ce concept, mais j'ai trouvé cette idée magique. Et donc là, je me suis lancé dans le programme chez Coaching Ways de coaching, donc qui correspond au coaching ICF. C'est pas la seule manière de coacher, mais voilà, c'est celle en tout cas vers laquelle je suis allé, sachant que je connais cette personne. Et ça a vraiment été un déclic pour moi. Autant dans le fait que quand on fait cette formation longue de coaching, on se fait soi-même coacher dans les exercices. Ouais, très chouette. Et autant apprendre à se rendre compte qu'on arrive à aider. Alors, j'avais au début le syndrome de l'imposteur, à dire, mais enfin, comment moi je vais réussir à aider quelqu'un par rapport à sa vie, par rapport à ses décisions, etc. Et en fait, je pense que il y a quelque chose, moi, j'ai toujours adoré faire, c'était écouter les gens. J'adore poser des questions, écouter les gens, des curiosités de savoir qui est chaque personne en face de moi. Et en fait, je me suis rendu compte que le coaching, c'est aussi beaucoup ça. C'est aussi beaucoup écouter, poser les bonnes questions. Et en fait, ça m'a paru magique quand je me suis dit, en fait, poser des questions au bon moment, relever un mot, relever un lien qui a été dit, ça peut débloquer des choses au niveau mental, au niveau émotionnel. Je trouvais ça fascinant. Et donc, cette formation a duré environ 10 mois. Intensif ou en cours du soir ou un truc? Tu sais, c'est 3 jours par mois et demi. Mais en physique, en En présentiel? physique, OK. c'est ça. Donc, c'était à l'époque le vendredi, samedi, dimanche, Ah oui, oui. une fois par mois, une fois par mois et demi. Donc c'est pour ça que je dis intense. Alors les journées étaient intenses, c'était des grandes journées, on coachait beaucoup, etc. Mais après, il était possible de mêler vie professionnelle pour les gens qui travaillaient activement et le fait de suivre cette formation. Et donc pour moi, ça a vraiment été un déclic. Ça a vraiment été un moteur. Ça m'a énormément aidé, ça m'a beaucoup inspiré. Et puis j'ai décidé de me lancer progressivement. Alors comment ça se passe ça? Eh ben, comment ça se passe? En fait, là, ça me donnait beaucoup d'énergie parce que je commençais à voir, en fait, le lien entre tout ce que j'avais lu, l'humain. Pas qu'encore une fois, comme je t'ai dit, il n'y a pas vraiment cette notion de donner des conseils directement, mais néanmoins, je sais pas, avoir lu des livres sur la confiance en soi, ben, quand on voit quelqu'un qui dit, voilà, en fait, je travaille ma confiance en soi dans ce contexte-là, pour tel objectif, bah, ça aide un tout petit peu quand même de savoir un peu comment la confiance en soi se crée, ce que c'est, etc., pour poser des questions parfois un peu plus ciblées. Et donc là, j'ai fait waouh, je commence à avoir un lien, tu vois, cette confiance qu'il y avait que peut-être la vie va amener quelque chose, ça commençait à redevenir réel. Et ça m'a donné énormément d'énergie. Et donc, ouais, le lancement, écoute, au début, c'était en parler à gauche, à gauche, à droite. Donc, voilà, en fait, je mettais en avant le fait que j'avais suivi quelques mois cette formation, que je m'étais lancé par passion et que voilà, en fait, j'avais identifié que assez souvent, les gens peuvent avoir des problématiques ou des objectifs à atteindre, mais parfois, soit l'enjeu n'est pas suffisamment important, soit ils savent juste pas que ce genre de service peut exister. Tout à fait. Et donc, j'en ai parlé un peu à gauche, à droite, et progressivement, les gens disaient, mais ah oui, en fait, t'es pas là pour me donner des conseils directement, donc c'est pas comme si je devais me laisser aller dans ta philosophie, mais c'est plutôt
toi, en fait, qui est au service de mon avancement et qui va m'aider à avancer à ma manière. Donc, pourquoi ne pas essayer? Et en fait, de fil en aiguille, les gens essayaient de plus en plus. Et, et c'est ça que je t'expliquais aussi avant qu'on commence, c'est que bon, il y avait deux choses. En fait, au début, il y avait un peu il y avait le syndrome de l'imposteur, de se dire, oula, mais demander de l'argent pour ça, c'est compliqué. Donc il y avait ça m'a beaucoup aidé aussi de pouvoir parler à d'autres coachs qui s'étaient déjà lancés, qui m'ont aidé. Loïc d'ailleurs, je me rappelle, c'est quelqu'un on m'a mis en relation. On a eu beaucoup de discussions aussi par rapport à mes lancements, à arriver à accepter à demander de l'argent pour les services que je fournissais, à me rendre compte que je fournissais de la valeur. Et l'autre chose, c'était aussi comment arriver à en vivre. Parce qu'à un moment, j'étais là, ah bah ok, en fait, je sais pas, j'avais peut-être à un moment une vingtaine de clients. Je me dis, en fait, c'est facile, trop facile, en fait, voilà, j'ai déjà fait un client, ça va bien. Mais en fait, voilà, les personnes viennent, font 1, 2, 3 séances et puis, à un moment, c'est bien, elles ont atteint leur objectif ou c'est suffisant pour elles, ou peut-être que tout simplement la méthode leur convient pas, ça peut arriver aussi, et donc il faut refaire un roulement, quoi. Et donc c'est là où à un moment je me disais: «Ouh là là, mais en fait, c'est pas si simple que ça». Et donc il y avait un peu des mois comme ça en dents de Fluctuations, scie, ouais, ouais. c'est ça. Et là, peut-être l'idée de la formation, de former peut-être les entreprises plutôt du B2B est arrivée ou? Ça, c'est arrivé un peu plus tard, Parce que ça, tu fais beaucoup, hein. Enfin, tu fais aussi beaucoup et je fais aussi beaucoup, c'est ouais. très apprécié parce que je peux le dire, dans la boîte de mon mari, tu vas, Tout à chez fait, ouais, ouais. Monise Ouais, ouais, et exactement. ils adorent, c'est vraiment J'adore. enrichissant. Ouais, il y a un bon match effectivement. Non, non, ce sont des super bons moments. En fait, ça, c'est un ami à moi, Quentin, qui est chez La Tour et Petit là et qui m'avait justement, proposé, qui me disait quand on s'était vus, qui m'avait dit: «Tiens, mais, est-ce que tu viendrais pas faire un workshop chez nous?» Mmh. Et je me disais: «Ah oui, OK, bah, c'est aussi une sortie de ma zone de confort», tu Mmh. vois? Parce que j'en avais fait quelques-uns, pas autant que ça. Et puis, et puis comme je te disais aussi par rapport au coach de football, hein, ce moment où je me disais: «OK, sortir de sa zone de confort, ça peut avoir du sens à un certain moment». Je disais: «Bah, OK, ça va, je relève le défi». Et donc je me suis entraîné et c'est comme ça que encore une fois, en lisant des livres, en pratiquant, je me dis: «OK, on peut, qu'en fait, il y a moyen, allez, qu'à un certain stade, il y a moyen de faire des activités nouvelles aussi, quand on y voit du sens, quand ça nous anime et en apprenant aussi, comme je t'ai dit, en lisant des choses, en pratiquant, en s'entraînant, il y a moyen d'y arriver. Et donc c'est là que j'ai commencé à donner des workshops et j'ai vu que ça plaisait aussi et j'ai vu qu'il y avait une chouette dualité entre donner finalement des formations, donc là, c'est plutôt proposer des modèles, Mmh. mais j'essaie souvent j'essaie le plus possible d'avoir aussi ma casquette coach en disant: «Mais prenez ce que vous avez envie de prendre». Donc Mmh. moi, je suis plus là pour proposer des choses, des pistes. Après, chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Et à l'inverse, le coaching où l'idée de faciliter les découvertes des manières de faire chez la personne et en parallèle, de temps en temps, proposer, dire: «Ah mais là, je vois que cette compétence-là pourrait être utile pour toi», par exemple, un modèle d'assertivité. Oui, «Est-ce que ça te dirait qu'on en parle 5 minutes?» oui. Je t'explique l'un ou l'autre élément et tu dis ce que tu as envie d'en garder. Et si la personne est d'accord, ben, je donne une mini formation de 5 minutes Mmh. et puis on reprend le coaching avec ces nouvelles informations, Mmh. dont la personne dispose. Excellent. Et c'est aussi, le B2B, donc parler directement aux boîtes, c'est aussi une activité peut-être plus pérenne pour toi? Parce que les boîtes, elles, je sais pas, elles te prennent un package de plusieurs formations. Là où un coaché en solo, bah, voilà, une fois qu'il a pris ce qu'il a à apprendre, bah, c'est vrai et même budgétairement, il faut pas se cacher, ça coûte aussi. Bah, c'est clair que, bon, il y a 2 choses, c'est que les sociétés ont plus aussi de moyens financiers, donc ça, c'est certain. Et puis aussi les formations, il y a rien à faire. Je me rends compte que souvent les sociétés ont plus facile à payer pour une formation parce qu'il y a plus de gens qui sont touchés. Coaching, c'est plus premium, Mmh. sur des thématiques clés dans des programmes et cetera, parce que c'est vraiment pour une personne. Mais il y a de plus en plus de boîtes qui en offrent, hein. Mais donc les formations aussi, c'est quelque chose qui se fait plus facilement vu qu'il y a plusieurs personnes. Mmh. Et oui, c'est clair que ça amène plus de récurrence aussi. Après, comme je te disais au début, moi j'adore apprendre, j'adore faire des choses différentes aussi. Et Ouais, donc, oui, s'il y a trop de récurrence aussi, il y a ce besoin aussi de faire des choses nouvelles, des nouveaux sujets, ouais. d'apprendre. J'allais te demander d'ailleurs, c'est quoi tes objectifs là, à court et long terme? Ouais, alors moi, ce qui me motive énormément, c'est de pouvoir, allez, comme je t'ai dit, hein, j'ai vraiment cette conviction que chacun vit pour quelque chose de particulier, et j'ai cette conviction que permettre, parce que c'est ça qui est pas facile, je me rends compte, enfin, bon, allez, je te parle de ma propre expérience, que échanger sans jugement, c'est très rare. Donc Mmh. c'est-à-dire que très souvent, on va dire quelque chose déjà, et ça, je dis souvent en formation, le prix de l'écoute, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui écoute vraiment
purement ce qu'on dit, qui sait même éventuellement même reformuler ce qu'on vient de dire, qui s'intéresse vraiment, c'est très rare. Parce que très souvent, quand on va dire quelque chose, déjà, si la personne écoute, c'est déjà bien, je trouve. Et puis après, il y a ce côté, souvent, avoir envie de dire, oui, mais moi, genre, s'accaparer de nouveau ce qu'on va dire pour parler de soi, ou bien donner un jugement. Dire, oui, mais ça, c'est bien ou pas bien. Et donc, offrir un cadre avec de l'écoute sans jugement, je pense, c'est magique. C'est magique parce que je pense que il y a peut-être des personnes qui ont eu très peu d'écoute dans leur vie et encore plus de l'écoute sans jugement. Et donc, ce sont des espaces où les personnes peuvent simplement être eux-mêmes et se découvrir. Et donc, je reste persuadé que, comme chaque personne, selon moi, vit potentiellement pour quelque chose, avoir un espace comme ça où les gens peuvent découvrir ce qui les fait vibrer pour apprendre à mieux se connaître et donc être mieux avec eux-mêmes, permet, selon moi, d'être aussi mieux avec les autres. Parce que je pense qu'on est bien avec soi, on est mieux avec les autres. Et donc, être mieux avec les autres permet, selon moi, de créer une sorte de cercle vertueux où on propage, d'ailleurs, cette harmonie, plus de bienveillance les uns les autres. Et je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut donner à l'humanité, au monde en général, de faire des choses avec passion, parce que je pense qu'on s'en donne de l'énergie soi. La qualité de ce qu'on va offrir et sans, il n'y a pas de comparaison possible entre quelqu'un qui est passionné et quelqu'un qui l'est pas, je pense. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc pour répondre à ta question, ça c'est aujourd'hui une partie de ma mission, c'est pouvoir offrir aux personnes qui le désirent cette possibilité de mettre le doigt sur ce qui les fait vibrer et de pouvoir avancer progressivement vers ce chemin. Ça ne veut pas toujours dire que en un claquement de doigts, on trouve sa voie. Souvent, on me demande mais combien de séances sont nécessaires. Il y a pas de, ça, moi, je fonctionne pas avec des paquets, je fonctionne à la séance. Il y a des gens parfois qui viennent me voir et disent je suis complètement perdu. Et en une séance, la personne dit waouh, c'est dingue, j'ai eu un déclic. Il y a des personnes qui viennent, voilà, en disant ok, ça va aller, etc. Et ça dure un certain temps. Et donc il y a pas, c'est un cheminement en fait. Non, je suis d'accord. Moi, avec Alicia, c'est ma personne ressource. Donc, j'avoue que souvent, je vais lui passer un coup de téléphone et on se programme un coaching, mais ça peut être une fois. Enfin, il n'y a pas de timing. L'idée, c'est quand je le ressens le besoin. Et c'est très agréable. C'est très même c'est un soulagement de savoir qu'elle est là. Tu vois? Ouais. Moi, je suis convaincue. Hein. J'adore le travail. J'adore apprendre sur moi. C'est ça. Ça va paraître un peu égoïste, mais c'est vrai que ça me drive, quoi, d'apprendre tous les jours sur moi. Et ouais, j'adore votre approche à tous les deux. Ouais. Non, mais comme tu dis, parce que tu disais égoïste, moi, ça c'est un point aussi qui était très compliqué pour moi quand je faisais justement ce développement personnel avec le côté voilà, j'apprends sur moi, etc. Et j'étais aussi à me dire mais est-ce qu'en fait je suis devenu égoïste ou voilà, j'apprends que sur moi, etc. Et en fait c'est là que je viens de dire, pour moi il y a vraiment ce côté, en fait apprendre sur soi, je pense, permet de mettre le doigt sur les choses qu'on aime, ses valeurs, mais aussi peut-être ses pièges, ses zones d'ombre, les choses qu'on n'aime pas voir, qu'on n'accepte pas sur soi, et qui peuvent justement créer des interférences, je pense, dans les relations humaines avec les autres. Et donc, je pense que justement, travailler sur soi et apprendre à se connaître est un super bel investissement pour les autres aussi. Oui, je suis d'accord. Parce qu'arriver juste à dire, ah oui, écoute, là, je suis fatigué, et je sais que quand je suis fatigué ou sous stress, j'ai tendance à être, par exemple, plus autoritaire, c'est fantastique. Tandis que si on n'a pas accepté ça, que c'est notre zone d'ombre qu'on veut pas voir, le moment où on est stressé ou fatigué, on rentre dans la maison, on est devenu autoritaire, la personne dit, wow, mais qu'est-ce qui se passe quand tu parles comme ça? On va peut-être justement être encore plus pincé, plus irrité en disant, mais comment ça? Parce qu'il y a une phrase que j'aime bien, je pense que ça vient de Jung, qui dit que finalement, en fait, on n'apprécie pas ce qu'on voit chez les autres, qu'en fait, on n'accepte pas chez nous. Et je trouve ça fort. Donc voilà, moi, je salue tout à fait ce que tu dis. Et de ce que j'entends, j'ai l'impression que tu as aussi développé une belle relation avec Alicia. Et je pense que ça, c'est ce que je dis toujours. Moi, je pense que voilà, que peu importe le type d'accompagnement qui est choisi, que ce soit de la thérapie brève, de la psychologie, psychiatrie, coaching et ça, je pense que le plus important, entre autres, c'est la relation. Ouais, c'est vrai. Ok, on va finir cet épisode avec quelques petites questions. Ouais. Je voudrais juste toucher un mot sur en fait ton rôle de père. Ouais. Ça m'intéresse de voir comment toi tu vis ça. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de devenir père? Ah bah écoute, c'était c'est un changement, ça c'est clair et net. Quand je compare à ma vie d'avant où j'adorais sortir tous les soirs. Quand je dis sortir tous les soirs, c'est pas que j'allais en boîte tous les soirs, c'est que j'allais voir des amis, j'étais à gauche, à droite pour voir des amis. Mais donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. En fait, je dirais que pendant les 5 premiers mois avec Camille, comme elle avait les congés de maternité aussi, d'allaitement, parce qu'elle allaitait, c'était plus facile parce que
comme elle était en congé, ben voilà, justement, elle travaillait pas. Donc, on a dans notre équilibre, on avait décidé qu'elle s'en occupait un peu plus d'Alban, ce qui me permettait de pouvoir travailler un peu plus. Que, comme je t'ai dit, voilà, moi j'aime beaucoup ce que je fais, c'est important pour moi de travailler. D'ailleurs, même on est arrivé à la conclusion que c'est pas que je travaille, mais je crée. C'est un autre mot pour mettre ça en avant. Et puis après les 5 mois, quand ces congés maternité sont finis, là il y a un grand changement parce que on travaille du coup tous les deux. Les week-ends, voilà, Alban se lève, qui s'en occupe. Et donc ça m'a parce que j'échange aussi beaucoup avec des amis sur nos évolutions comme ça professionnelles. Là, il y a eu un grand changement de paradigme qui a commencé à s'opérer, un peu à l'instar aussi de mon changement quand j'étais à la banque, hein. Je pense que ce sont des changements clairement de paradigme, où je me suis rendu compte que en fait, hem, que c'était révolu cette période où il y avait, surtout le travail, la création et cetera. Parce que là, il y a aussi une famille et que la famille aussi, c'est important et qu'il y a beaucoup de choses à créer au niveau de la famille. Et donc là, il a fallu un certain moment pour que j'accepte de plus en plus de moins travailler le week-end, d'avoir plus de temps les soirs quand je rentrais. Et donc ça n'a pas été facile parce que, ça vient aussi avec des Frustration? ouais, de la frustration, et puis aussi arriver à cadrer, c'est-à-dire à dire non à certaines choses. Dans mon style, moi Oui. j'aime bien générer, faire beaucoup de choses, découvrir des choses à gauche, à droite. Et là, il a fallu voilà que je fasse aussi un travail sur moi pour réaligner mes valeurs, me dire: «OK, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je diminue?» Et donc voilà, j'ai dû communiquer avec des personnes avec qui je travaillais, que voilà, maintenant que j'ai une famille, c'est plus compliqué pour moi, de travailler dans tel domaine, faire ceci ou cela. Donc c'est pas facile. Les nuits, heureusement, on a eu de la chance parce que Alban généralement fait des nuits assez pleines, donc ça c'était chouette, ça je dois avouer. Alors lui, c'était plutôt la nourriture qui était un peu plus compliquée, Ouais. donc les repas étaient un peu plus stressants parce qu'il a été, en fait, il a été diagnostiqué, allergique au lait, mais sur le tard. Il avait pas vraiment de symptômes visibles et donc il a progressivement de plus en plus arrêté de manger parce qu'on mettait de la poudre, vu qu'il prenait pas le biberon. En fait, jusqu'au moment où Camille allaitait, tout se passait bien et puis après, on a voulu lui donner le biberon, mais ça, il a pas accepté. Et puis pour qu'il ait quand même un complément de lait, on lui mettait du lait en poudre dans sa nourriture. Le truc est que, en fait, comme il était allergique au lait, mais pourtant la prise de sang, on n'a rien donné, on savait pas, il avait pas de signe apparent. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des enfants où ça se voit vraiment quand ils sont allergiques. On a continué, mais à partir d'un moment, il a commencé à vouloir de moins en moins manger. Et donc ça devenait vraiment stressant. Donc à un moment, il a dû aller à l'hôpital, et cetera. Et donc c'est là que j'ai vraiment compris aussi qu'avec une famille, Mmh. il y a des moments où juste il y a des urgences, quoi. Voilà, il y a un moment, même si on a un rendez-vous à gauche ou à droite, il y a une urgence. Ton fils va pas bien, ou ta compagne a besoin d'aide pour un sujet. Voilà, il y a une urgence et ça s'arrête. Et donc, par rapport justement à la gestion du temps, il y a un élément qui devient urgent et aussi important qui se déclare. Et ça m'a forcé à être aussi plus dans l'agilité et de savoir aussi parfois, comme on disait, assumer plus, de dire voilà, là, je suis vraiment désolé. J'ai cette urgence, c'est déclaré, on va devoir reporter ou je vais pas pouvoir être présent. Et voilà, c'était une autre façon, c'est clairement une autre façon de vivre. Et au-delà de donc cet aspect un petit peu de priorité ou de gestion du temps, toi, intrinsèquement, est-ce que ça t'a changé d'être papa? Ça m'a pris un certain temps pour m'en rendre compte, en fait. Ça m'a pris plusieurs mois de me rendre compte que waouh, j'ai un fils. C'est Enfin, c'est tellement un changement Mmh. énorme, et c'est tellement merveilleux et tellement surprenant à la fois, que ça m'a pris un certain temps Mmh. pour me rendre compte. Et oui, clairement, ça m'a changé. Heu, je veux dire, allez, je pense qu'il y a personne. Moi, ce qui me marque vraiment, c'est ce côté, on se dit: «Waouh, il y a un allez, Alban, notre fils, il y a personne». Allez, la façon dont on se regarde n'est pas reproductible dans une autre relation. C'est fantastique. Je veux dire, c'est une relation père-fils. Je vois quand il regarde Camille aussi, euh, mère-fils. Enfin, c'est fantastique. Et donc, je pense que ça m'a amené aussi encore plus de le côté tendresse, Mmh. attendri, et le côté aussi protecteur, et d'avoir des responsabilités aussi encore plus importantes à la maison. Dire OK, voilà, il y a une famille, il y a une famille aussi, à gérer en collaboration avec Camille. Et ils sont des éléments en plus à rajouter dans mes choses à prendre en compte au quotidien.
Tu te sens dépassé parfois? Tu as une charge mentale importante? Alors, il y a certainement des moments où je me dis: «Waouh, c'est chaud». Bah, là, par exemple, il était fort malade, il y a la grippe qui traîne. Heu, il y a 2 façons de faire. Soit je me dis: «Waouh, c'est compliqué, donc ça peut m'arriver de prendre comme ça, peut-être, ça va durer, je sais pas moi, une demi heure, 1 heure où je me dis: «Waouh, c'est chaud, comment on va faire?» Tu vois? Que je sente que je me sens dépassé, que je sens que c'est compliqué. Et puis généralement, il y a ce dé il y a ce changement de perspective. Soit j'en parle, avec Camille, soit il y a ce côté: «Allez, va chercher de l'énergie». Ça a du sens, tu vois? Je reparlais d'alignement, tu vois? Il y a un alignement, de dire: «OK, c'est Alban, c'est ma famille, c'est mon fils. Il y a de l'énergie que je vais trouver pour essayer de me motiver à justement arriver à m'occuper de lui quand c'est nécessaire». Ou bien c'est demander de l'aide tout simplement. On a de la chance que mes parents soient pas trop loin, et Mmh. donc demander de l'aide, ça arrive aussi souvent, et voilà. Et se sentir dépassé, je pense que ça arrive toujours à un moment ou à un autre. Et je pense que pour ça, moi j'essaie de dormir un maximum. Je me dis, quand je suis en forme, je pense que ça aide. Et je dis encore une fois, avec Alban, on a de la chance que le sommeil soit là, donc Oui, oui, tu priorises, le sommeil au c'est max. ça. Mais ne donne pas trop de trucs parce qu'on va faire un deuxième épisode maintenant où on va parler justement du time management, Ouais, ouais, de ouais, avec la plaisir, gestion justement de la charge mentale et avec comment plaisir. l'éviter à tout prix. Je finis avec 2-3 questions et Ouais, on termine l'épisode ici. ça va. Une question qui revient régulièrement dans le podcast, c'est team matcha ou team café? Mais tu team thé toi, non? Tu bois du thé plutôt? Ouais, moi je suis plutôt thé. En fait, le café, j'aime beaucoup, mais le café, ça a un fort effet sur moi. Et donc, si je prends pas mal de café, j'ai l'impression que j'ai une énergie qui monte crescendo. Et ça m'est déjà arrivé des périodes comme ça où je prenais pas mal de café et en fait, je sentais plus que mon corps était fatigué. Et après, j'avais un de ces contre-coups énormes, Mmh. une grosse fatigue. Donc, en fait, le café, et on rigole souvent avec Camille par rapport à ça, je sais que comme ça a un effet assez fort sur moi, c'est un peu notre moment de trip, quoi. Si on prend un café, il y a un peu ce boost parce qu'on n'en prend pas très souvent, et donc on a un boost et on est super bien, et c'est notre bon moment. Donc parfois en vacances, on se dit: «Oh, est-ce qu'on tripe?» On tripe et on se rend à un double espresso, et ça, c'est vraiment une dinguerie, quoi. Ton rapport à la nourriture, je sais qu'il est très particulier. Bah, ça peut peut-être vous donner des idées à Alors, Anto et ouais, toi. je crois qu'on prendra autre chose pour triper que du café, mais ouais. Voilà, comme ça, sait-on jamais. Donc, ton rapport à la nourriture? Ah, je fais attention à ce que je Ouais, je mange. sais, Je fais je attention sais. à ce que je mange. Dans ma tête, il y a toujours ce côté. Ouais, c'est un peu le côté mensana incorpore sano là. Et donc, Mmh. j'ai toujours fait attention, ok, à quantité de sucre lent, les protéines, le gras. Et donc, j'essaie de pas plutôt plus de sucre lent le midi plutôt que le soir. Donc, ouais, je fais attention à ce que je mange. Et puis voilà, de temps en temps, ben, si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Mais comme je te dis, il y a ce truc de plaisir ou de bonheur où parfois, bien sûr, j'ai envie de ce paquet de chips, etc. Mais je fais une association d'images. Je me dis, ah ouais, mais pour atteindre vraiment le bonheur, ce que tu as envie, allez, la santé que tu as envie de conserver, il est mieux de faire ceci. Et donc, je retourne Mmh. dans un alignement par rapport Mmh. à un fruit alors. C'est vraiment je trouve que l'équilibre, hein. Tu représentes toujours la justesse. J'essaye. C'est pas facile au Ça quotidien, doit mais limite j'essaye. être, culpabilisant, je trouve. C'est vrai? Je pense. Non, mais après, Non, parce que tu regardes pas dans l'assiette des autres, quoi. Tu non, t'en mais comme je t'ai dit, en fait, et ça, le coaching m'a beaucoup, ça, c'est vraiment ce que j'ai le plus appris avec le coaching, c'est, et que je continue le coaching plus tard ou pas, peu importe, c'est le côté subjectif de la vie. Tout est subjectif. Tout est subjectif. Et on en parlait encore plus tôt, là, dans le vocal, on discutait, tu vois, le bien-être de quelqu'un, le bien-être, c'est subjectif. Il y a des gens que je vois où moi, je pourrais me dire, waouh, mais c'est risqué, mais en fait, pour eux, ça a du sens. Et donc, voilà. Après, il y a certaines limites, bien sûr, mais mmh. je pense être le plus possible dans le non-jugement. Je pense que c'est aussi une force et ça permet que chacun puisse se sentir pleinement accepté. Donc, allez, je dis pas que je juge jamais, hein, c'est pas vrai, je pense que c'est très compliqué. Mais en tout cas, c'est OK pour moi si tu manges certaines choses, il n'y a pas de Merci. problème. J'ai encore 2 petites questions, mais j'ai envie d'aborder ce point-là, le dernier point. Avant ça, je veux juste te demander un petit bonheur à toi dans ta journée. Ouais, Quelque chose qui te fait plaisir, c'est quoi? j'aime bien faire du sport, hein. Ah oui, J'aime j'avoue, beaucoup. le Ah sport. ouais, Mais ouais. tu fais des sports de combat toujours? Là, j'ai arrêté pour le moment, mais je vais reprendre. Tu Euh, faisais quoi? Krav Maga? Non. ouais, je fais Krav Maga, puis j'ai fait pas mal de Ouais, tu types es de très boxe sportif, oui, c'est différentes, vrai. Et MMA, etc. actuellement, tu fais quoi? Là, j'ai Comme fait une pause, je vais reprendre MMA. oui, MMA, oui. Et Oh, les MMA. ouais.
Et puis non, moi, ce que j'aime bien ma séance de muscu. Ça, j'aime toujours beaucoup mettre ma musique et je sais pas, arriver à être dans cet état où on se dépasse, tu vois, le dépassement de soi, dire ok, je vais pousser plus à un moment. C'est aussi une concentration assez intéressante. Puis je cours et puis je joue au tennis aussi. Mais Mhm. voilà, la séance de sport, que ce soit avec un ami ou avec de la musique que j'aime bien, ça me ressource beaucoup. Et méditer aussi. Méditer Mais me... voilà, c'est le dernier point que je voulais venir sur tes retraites. Ouais, ça m'a... Raconte-nous, déjà, parce que moi, c'est vrai que c'est grâce à toi que j'ai connu le concept. Ouais. J'en serais, à mon avis, incapable. Bon, peut-être un jour. Mais explique-nous un peu, c'est quoi ces retraites et qu'est-ce qu'elles t'apportent? Ouais, je vais juste rebondir sur ce que tu disais. Pour moi, on peut tous en être capable, mais je pense que Il y a des c'est une moments question de de vie, volonté, ouais, je C'est une question de pense. volonté. Si t'es, si, et on le voit, en fait, l'idée, Vipassana, on demande qu'une fois qu'on s'engage à tenir les 10 jours, qu'on y reste, les gens qui, tu sens qu'ils sont un peu venus là parce qu'on leur a dit d'aller, mais qui Mhm. sont pas trop convaincus, ils ont du mal à rester. Donc, Bon, raconte-nous, c'est quoi? ouais, donc c'est quoi? Donc c'est un style, un certain type de méditation, différents types de méditation. Et en fait, là, l'idée, c'est sur plusieurs composants. En fait, l'idée est de faire attention à ce que tu ressens à certaines parties de ton corps. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle le body scan aussi dans certaines pratiques. Et donc, l'idée, la base de la base, c'est par exemple se concentrer sur une zone de son corps qui va être par exemple la zone juste en dessous de ses narines. Se concentrer sur ce point-là, d'essayer de ressentir les choses que tu sentes des choses ou non, peu importe, ne pas avoir de jugement, ne pas juger les choses que tu ressens. Et puis, et là, tu pourrais me dire, ouais, mais moi, c'est compliqué parce que dès que je essaie de me focaliser là-dessus, je pense à gauche, à droite, ce que je vais faire, ce que j'ai fait, etc. Et ça qui est intéressant, c'est normal. Parce que souvent, la question que je pose quand on me dit ça, c'est combien de temps tu t'es déjà entraîné à méditer? Parce que c'est comme si on disait, OK, en fait, on inverse, tout le monde médite, mais personne ne court, par exemple. Et moi, je dis, ah, mais moi, j'arrive à courir 10 kilomètres. Les gens disent, mais c'est incroyable, c'est super compliqué. Et je dis, mais combien de temps tu t'es entraîné à courir? Ah, mais pas. Parce que c'est la même chose, tu n'as jamais couru. Courir 2, 5, 10 kilomètres, c'est extrêmement compliqué. Et donc, en fait, la méditation, c'est vraiment comme le sport de l'esprit. Et donc, justement, ces moments où tu te concentres sur cette zone, tu ne juges pas, très compliqué, déjà pas facile. Et puis, tu pars dans tes pensées à penser à d'autres choses. L'entraînement est en fait de t'en rendre compte et de Mhm. revenir sur la zone que tu as décidé d'analyser à ce moment-là. Mhm. Et donc, ça, c'est l'entraînement de la méditation. Il y en a des recherches scientifiques qui montrent que dans notre cerveau, on a différentes zones. Donc, on a le néocortex qui est responsable de toute la réflexion, les prises de perspective, le langage, etc. Et on a la zone, le cerveau reptilien et limbique qui sont plus dans le côté émotionnel avec l'amygdale. Et en fait, au plus tu médites, au plus justement, il est démontré que cette zone-là vient se rapetissir, la zone d'émotion. Ça ne veut pas dire que tu ressens moins tes émotions, ça veut juste dire que tu vas moins être, il y a ce qu'on appelle le hijacking émotionnel, comme on voit un peu dans vice-versa. Tu vas moins être aveuglé par des émotions. Tu vois, ce moment où tu dis, mince, j'ai fait ça, mais en fait, je le regrette, je voulais pas le faire. Et donc, ça te permet d'être plus dans l'observation, de dire, oh, ok, là, je sens que je suis énervé, Mhm. et de savoir plus agir par rapport à ton émotion, mais pas être aveuglé par ton émotion. Et puis aussi, ça développe ta créativité. Tu vois, les moments où tu te dis, ah, les eureka moments, tu vois, les moments où tu es un Mhm. peu détendu, etc. Ben, il est montré. Tu es dans d'autres fréquences d'ondes de ton cerveau, donc tu as aussi plus de créativité. Puis aussi, ça te permet de te réapaiser parce que comme tu te concentres sur certaines zones de ton corps, sans juger, en fait, tu te rends aussi compte que souvent, ce à quoi tu penses détermine comment tu te sens Mhm. et donc détermine comment tu vas agir ou ce que tu vas faire. Et donc, si parfois tu dis, oh là là, je suis stressé ou je vais pas bien, etc., il y a de fortes chances que tu es en train de penser, tu es en train de faire des films dans ta tête qui t'amènent ce genre d'émotions. Et donc, ramener ton esprit sur des choses qui sont plus neutres, on va dire, te permet, du coup, en tant que tel, de t'amener à un état émotionnel plus stable et donc d'avoir plus accès à ton néocortex, donc de pouvoir plus analyser la situation, justement pour moins te sentir, Mhm. c'est dépassé, Oui. etc. Et voilà, et donc c'est pendant 10 jours, tu fais ça, alors tu fais pas ça pendant 10 jours sans pause. En fait, c'est plus ou moins 8 heures par jour et tu as des cours. Donc, l'idée aussi de ne pas parler, tu ne Oui, parles pas, c'est ça tu n'as aussi pas qui de est très spécial. téléphone, mais ne pas parler, c'est tellement reposant. Parce qu'en fait, quand tu parles, tu te rends compte, tu dois réfléchir à ce que tu dis, comment tu le dis, Oui. puis quand la personne te répond, dis, ok, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Est-ce qu'elle veut vraiment le dire? Est-ce qu'elle pense vraiment ce qu'elle dit? Enfin, c'est fatigant en fait. Et donc là, ne pas parler, c'est tellement relaxant. Et donc, tu parles pas, t'as pas de téléphone et tu as en fait des enregistrements qui sont donnés. Et donc, tu entends un cours. Donc, tu as à la fois de la philosophie et puis de l'application à travers la méditation. Donc, c'est intéressant parce que tu peux faire l'expérience de philosophie à travers la méditation.
Et ça a vraiment... La première fois que je l'ai fait, j'ai trouvé que c'était une super expérience. Et c'est surtout la deuxième fois que je l'ai refait que pour moi, ça m'a... Voilà, je me suis dit, c'est dingue parce que si tu vas vraiment loin, tu peux presque dire que finalement, à certains égards, le bonheur, il est en toi. Toi, c'est pas tellement une question de ce que tu as ou ce que tu fais, c'est plutôt une question de comment tu perçois les choses que tu fais ou comment tu perçois les choses que tu as. Et ça, c'est incroyable parce que tu te dis alors, si tu arrives justement à avoir un peu plus de contrôle sur ton esprit et être plus apaisé, moins dans le jugement par rapport aux choses, tu pourrais arriver à avoir justement un peu plus de stabilité émotionnelle, donc un plus de bonheur comme ça au quotidien. Et c'est vrai que moi, quand je reviens de ces retraites, Ouais. j'ai jamais été aussi heureux de ma vie, pas parce que ma vie a changé, mais ma façon de percevoir la vie a changé. Je suis moins touché, en fait, je suis plus dans... Je suis plus vraiment dans le moment, mais sans avoir des jugements, tu sais, oh, c'est tellement mal, ou tu vois. Et tu pars chaque année? J'essaye. Mmh. Bon, maintenant, justement, Bah oui, là, avec avec Alban. Alban, l'année passée, il était justement à l'hôpital à ce moment-là, donc là, c'était pas possible. Mais j'essaye en tout cas d'aller une fois par an, parce que voilà, pour moi, c'est un reset qui est fantastique, et t'arrives aussi à aller loin dans des réflexions. Si tu dois t'imaginer, enfin, moi, le moment que je préfère, je le dis souvent, c'est vers 4 heures, t'as une pause. Et là, j'adore, ça aller prendre mon petit jus de citron chaud avec du miel, te poser sur un banc. Alors, c'est l'été, espérons du soleil. Et là, tu peux, pendant 1 heure, juste ne pas du tout être dérangé par quoi que ce soit. Personne ne vient te parler, c'est pas beaucoup de bruit. Et tu sais aller très loin dans des pensées que tu n'as peut-être jamais vraiment l'occasion d'avoir, tu vois. Et c'est super intéressant. Et puis c'est dingue parce que quand tu reviens ici, tu vois toutes les communications, je sais pas, tu vas à la salle Mmh. de sport, tu vois, il y a de la publicité partout, etc. Et donc là, c'est artificiel, mais c'est intéressant, je pense, de temps en temps d'avoir ce genre d'expérience. Après, c'est vrai, comme tu l'as dit, hein, c'est pas simple, c'est vraiment compliqué, mais je pense que si on a la volonté, il y a la possibilité d'y arriver parce qu'encore une fois, tout est une question de jugement. Imaginons que tu médites et tu dis, ah, c'est compliqué, j'ai envie de bouger, etc. Parce que t'es pas censé trop bouger. Fine, il va rien se passer, tu vois. Il y a pas de conséquences. Il y a que ton jugement et ta façon de te voir qui peut t'affecter. Mais autrement, t'acceptes que voilà, t'as fait au mieux. Et là, pendant cette heure-là, c'était compliqué pour toi. Ben voilà, c'était compliqué pour toi. Et donc, c'est intéressant parce que c'est plutôt travailler sur ton jugement aussi et ta façon de te regarder ou ta relation à l'échec. Parce qu'est-ce que l'échec? Tu vois, en fait, t'as déjà essayé, c'est Mmh. super, tu vois. Mmh. Ouais, c'est juste, c'est juste. Et bah, écoute, merci beaucoup Alex. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico. Je vous remercie infiniment et à très vite pour de nouveaux épisodes.